Donc, je pense qu'on va débuter. Merci de vous être joint à nous pour cette session de webinaire, ce dernier en fait, pour la programmation d'hiver 2016. Mon nom est Mirka et je suis adjointe aux affaires publiques à la CFA et je serai votre animatrice pour la durée de cette session. Ces sessions sont rendues possibles grâce à l'appui financier de diversification de l'économie ouest du Canada et du secrétariat francophone de l'Alberta. Tout d'abord, si jamais vous avez de la difficulté à m'entendre, je vous invite à le manifester via l'option Q&A qui se trouve au coin gauche de votre écran. Et cette option vous sert aussi à interagir avec nous tout au long de la présentation. Donc, pour les questions, pour les défis techniques, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. À la fin de la session, ou je pense au courant de toute la session, en fait, les questions seront répondues. Donc, n'hésitez pas à les poser. Sans plus tarder, je vais accueillir notre présentateur pour cette session. C'est Monsieur Maurice Chiasson. Bonjour Maurice. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir présenter ce webinaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Maurice, il est originaire du Nouveau-Brunswick et il œuvre dans la francophonie canadienne depuis plus de 25 ans. Il est diplômé en sciences politiques et en droit et il travaille, il accompagne les organisations en milieu minoritaire sur le plan de la gouvernance, de la planification stratégique et de la gestion du changement, ainsi que de la diversification du financement, entre autres choses. Au cours de sa carrière, Maurice a notamment été à l'emploi du RD Canada. Pour une dizaine d'années, il a occupé le poste de directeur de la concertation nationale, ce qui lui a permis de découvrir les diverses réalités de la francophonie canadienne. Donc, on est vraiment choyés de l'avoir aujourd'hui. Et Maurice, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Maïka. En fait, justement, le titre de ma présentation aujourd'hui, ça porte le titre de Mutualisation des ressources communautaires et contrôle des coûts d'exploitation. En fait, on va simplifier un peu ce titre-là, puis on va parler de services partagés. Vous savez que quand on fait de la diversification du financement. En parallèle, je crois toujours qu'il faut aussi qu'on regarde comment assainir nos finances, en fait. Et il y a des façons de le faire, il y a des approches qui peuvent être faites de façon intéressante et constructive. Et justement, le concept de service partagé, je pense que c'est un concept intéressant qu'on retrouve de plus en plus au sein des organisations, mais également, non seulement des organisations qu'on retrouve un peu partout en francophonie, en anglophonie, mais quand même des façons de faire intéressantes là, au niveau de la francophonie que je vais vous présenter aujourd'hui. Peut-être, dans un premier temps, avant de traiter du concept de service partagé, vous savez, comme organisation, il faut toujours qu'on rationalise effectivement nos dépenses. Et ça amène un certain nombre d'actions qu'on n'aime pas toujours faire comme organisation. Là. Par exemple, réduction de services n'étant pas facturés aux clients. Il y a aussi des actions qui peuvent être menées pour diminuer notre nombre d'employés à temps plein. Et ça, je vous avoue que les directions générales, on n'aime pas toujours mettre quand même des gens à pied. Troisièmement, diminution des salaires et des avantages sociaux. Et puis, donc, si on va dans cette veine-là, au niveau de rationalisation de dépenses, puis on diminue le salaire de nos employés, déjà, c'est une source de démotivation de notre personnel. On parle aussi peut-être d'accroissement des heures supplémentaires non rémunérées. Réduction des dépenses de formation. Et je vous avoue souvent, c'est effectivement une des actions qui est menée quand on parle de rationalisation de dépenses, c'est de voir effectivement à réduire la formation. Puis, je vous avoue qu'au contraire, il faut investir dans la formation pour que davantage que notre organisation puisse être performante et en bout de ligne, peut-être trouver d'autres sources de financement, notamment non gouvernementales. Recours aussi à des ressources humaines contractuelles à temps partiel ou occasionnel. C'est aussi des modes de gestion, quand on parle de rationalisation de dépenses, des modes de gestion qui sont utilisés par les organisations. Recours aux bénévoles pour offrir certains services et aussi la vente d'actifs. Mais encore une fois, ces actions-là, en matière de rationalisation des dépenses, ne sont pas toujours des actions là, que les directions générales aiment mener au sein de leur organisme. Encore une fois, il peut avoir un impact de démotivation du personnel, premièrement. Deuxièmement, il peut avoir aussi, c'est sûr, un impact sur les services et qu'on offre au sein de notre communauté. C'est là qu'il y a quand même des façons de faire qui nous permettraient de rationaliser nos dépenses par le biais justement de la réduction de frais fixes ou généraux. Et la façon de le faire, effectivement, c'est par justement la mutualisation ou le partage de services. Et quand on dit le partage de services, c'est notamment avec d'autres organismes de notre milieu, mais pas juste de notre milieu. Ça peut être aussi avec d'autres organismes qu'on retrouve même dans d'autres provinces canadiennes ou territoires, en fait, qui nous permet en bout de ligne, en fait, de réaliser des économies d'échelle.
Quelques éléments de définition. En fait, des services partagés regroupent les fonctions support de plusieurs entités. Puis souvent, là, on a pu voir surtout au niveau de l'entreprise privée. J'ai vu plusieurs situations comme ça, d'entreprises qui avaient plusieurs filiales et qui étaient un peu sur tout le territoire canadien ou même à l'international. Puis à un moment donné, ils centralisaient le service, par exemple, de la comptabilité ou le service des finances, par exemple, ou de l'informatique à un endroit particulier. Et cette filiale-là offrait le service, justement, encore là en comptabilité, en gestion de ressources humaines ou autres, à l'ensemble des, je dirais, des autres filiales de l'entreprise. Donc, c'est un concept qui s'est beaucoup développé, je dirais, au niveau de l'entreprise privée. Et en principe, en fait, les mécanismes ou les modèles de services partagés, là, en fait, dans un premier temps, on dit toujours, ça va nous permettre de faire des économies d'échelle. Oui, en principe, ça peut nous permettre de faire des économies d'échelle, mais on oublie aussi que ça permet d'améliorer les processus de gestion, d'une part, parce que en regroupant des ressources, à un moment donné, c'est qu'on peut aller aussi chercher justement des spécialistes, des gens qui peuvent accompagner correctement l'ensemble des organisations et améliorer les processus de gestion des organisations partenaires. Optimiser l'utilisation des ressources physiques et matérielles, d'une part, c'est encore là, je dirais, des retombées, d'avoir des mécanismes et des modèles de services partagés. On parle également de libérer des ressources humaines pouvant ensuite être affectées à d'autres tâches. Et ça, c'est intéressant. Donc là, on ne parle pas effectivement de mettre des gens à pied. On dit tout simplement qu'en regroupant plusieurs organisations ensemble et ayant des services communs, que ça va me permettre de libérer certains de nos employés de certaines tâches pour pouvoir peut-être davantage se consacrer à la programmation ou des services directs à nos francophones en milieu minoritaire, dans notre cas. Également, il y a la question d'optimiser la qualité des services, et ça, c'est très important aussi, parce qu'encore une fois, c'est qu'en se regroupant, on arrive à avoir des ressources nécessaires pour aller chercher l'expertise. Et en bout de ligne, permet la réalisation d'économies d'échelle. Mais encore une fois, l'économie d'échelle, oui, certes, mais il y a également un ensemble d'avantages je pense, qui est très intéressant quand on parle de services partagés. Il y a un élément qui est important aussi. Quand on parle de services partagés, puis on regroupe justement un ensemble d'organismes adhérents, je dirais, ça peut être 10, 15, pour ensemble qui mettent sur pied un service, que ce soit en comptabilité ou en finance ou autre, il faut voir que c'est l'expression qu'on utilise de plus en plus, c'est pas être adhérent, c'est être un partenaire, en fait. Et les partenaires, en fait, on peut être 5, 6, 7, 8 partenaires communautaires qui vont travailler ensemble en bout de ligne pour atteindre un objectif commun. L'objectif commun dans ce cas ici, c'est peut-être, oui, réaliser des économies d'échelle, mais aussi en bout de ligne, je dirais, avoir la capacité d'aller chercher des ressources beaucoup plus spécialisées pour répondre à nos besoins comme organisation. Et en bout de ligne, c'est sûr, ça se répercute ensuite sur les services qu'on donne à nos communautés. Puis en fait, ces partenariats peuvent leur permettre d'augmenter leurs revenus, d'une part. Oui, en travaillant ensemble, en termes de diversification du financement, il y a des choses qui peuvent se faire ensemble. D'une part, pour pouvoir aller chercher davantage de sous, notamment auprès des sources de financement non gouvernementales, mais en parallèle, de travailler ensemble peut amener justement une question de diminuer les dépenses en partageant les coûts. J'ai observé là, par rapport à ce que quand on parle du concept de service partagé, qu'est-ce qui est assez intéressant, il y a quand même plusieurs exemples. Là. Puis là, j'ai justement ressorti ici un exemple, en fait, qui est quand même assez commun. Le partage d'espace physique. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus au niveau des organisations. Ils se retrouvent sur le même toit. Et justement, il y avait ici, du côté du Nouveau-Brunswick, en fait, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Moncton, en fait, va toujours être un lieu de culte, là. Mais là, il y a un certain nombre, justement, d'organismes communautaires qui sont mis ensemble pour tenter d'y greffer, je dirais, un ajout à la cathédrale pour créer un centre communautaire. Et ce centre-là, en fait, permettrait à 5 organismes, pour l'instant, de se réunir sur le même toit, dont l'archidiocèse de Moncton, la Société nationale de l'Acadie, la SNA, l'Université de Moncton, effectivement, veut également occuper certains locaux dans cet espace-là, le Conseil provincial des sociétés culturelles et la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Peut-être dans un premier temps, donc on peut voir quand même que c'est assez intéressant parce qu'on met sur le même toit, certes, des organismes francophones, mais d'horizons divers et de secteurs divers, d'une part. Mais déjà là, ce regroupement-là, comme là, eux prévoient de déménager dans ces nouveaux locaux-là au courant de cette année, 2016, et là, justement, là, j'ai pu retrouver sur Internet un peu le croquis là, effectivement, l'ajout. Vous voyez en bleu là, au niveau de la cathédrale. Et en fait, au niveau des services partagés, dans un premier temps, certes, il y a l'espace physique en commun, salle de réunion, entre autres, réception également. On parle même de la photocopieuse. Donc, quand j'ai discuté avec ces organisations-là, eux avaient vraiment une vision de se dire que oui, on va être sur le même toit, mais également, on va quand même échanger entre nous pour voir qu'est-ce que
on peut partager davantage comme service pour diminuer nos coûts au bout de ligne, pour diminuer nos frais généraux et nos coûts fixes. Puis, il faut comprendre, là, quand on parle de services partagés, là, en fait, ces entités-là demeurent, chacune avec leur CA. Ce sont des entités, premièrement. Donc, à ce moment-là, on ne parle pas de fusion d'organisation. Ça, c'est important de mentionner ça. Mais par contre, on peut travailler quand même ensemble dans un certain espace pour, en bout de ligne, réduire nos coûts d'exploitation. Je vais vous parler maintenant d'un autre dossier qui est assez intéressant. En fait, c'est la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Vous savez, en Nouvelle-Écosse, on retrouve à peu près 34 000 francophones de langue maternelle et l'espace francophone là-bas, qui inclut francophones de langue maternelle et francophiles, représente à peu près 94 000 personnes. En termes de nombre, je dirais, d'entreprises au niveau de la communauté, là, d'entreprises, en fait, d'organismes communautaires, il y a peut-être plus d'une quarantaine ou 45 organismes communautaires, justement, en Nouvelle-Écosse. Organismes communautaires francophones. Mais eux, ils ont mis sur pied en 2002, justement, un centre de services financiers qui s'appelle Service Finance Nouvelle-Écosse. Et c'est assez intéressant parce que quand ils ont mis ça sur pied, en fait, là, actuellement, ce sont 18 organismes acadiens et écossais qui adhèrent justement à ce service-là. Les 18 organismes n'avaient pas le moyen individuellement de se payer justement un comptable, de se payer justement une panoplie de services au niveau financier. Ils sont regroupés ensemble et le fait de mettre leurs sous ensemble, en bout de ligne, ça leur permet de l'embauche de 3,5 personnes à temps plein et notamment un comptable agréé francophone. Et ça, c'est un beau modèle. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont sur place et il y a quand même 18 organismes de la communauté qui viennent d'horizons de divers secteurs qui travaillent ensemble comme des partenaires, en fait. Et voyez-vous, au niveau de ce modèle-là, au niveau des services en fait qui sont offerts, le service finance en Nouvelle-Écosse offre un service de tenue de livre, offre un service au niveau des budgets, de la budgétisation. Ils accompagnent les organismes au niveau de monter un budget, administration des salaires. Ils font effectivement des rapports, notamment au niveau des états financiers, ceux qui sont demandés lors des AGA, notamment. Rapport aux bailleurs de fonds. Toutes les questions de TVH, les retours de taxes, là, eux, ils offrent également ce service-là, effectivement, à l'ensemble des 18 membres. Ils offrent aussi des services, des conseils financiers, encore plus pointus, je dirais, sur certains aspects. Et également, toute la question de la vérification aux missions d'examen. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau financier, en fait, pour un coût de base, l'ensemble des organisations ont l'ensemble de ces services-là, de ces composantes-là du service finance Nouvelle-Écosse. Le modèle en Nouvelle-Écosse, en fait, a été repris récemment par la Société Saint-Thomas d'Aquin de l'île du Prince-Édouard, qui est l'organisme porte-parole francophone pour la communauté là-bas. À l'île du Prince-Édouard, en fait, on retrouve à peu près 5 600 francophones de langue maternelle et l'espace francophone, qui inclut les francophiles, les francophones de langue maternelle, équivaut à peu près à 17 500 personnes. Et eux, tout simplement, ils ont repris le modèle qu'on retrouve en Nouvelle-Écosse depuis 2002 au niveau des services financiers. Et eux ont vraiment, implanté leur modèle à partir de mars dernier. Ça fait à peine un an. Et au départ, en fait, qu'est-ce qui est intéressant? Ça répondait aux besoins de 10 organismes. Et là, maintenant, on est rendu à 14 organismes partenaires, en fait. Au niveau du secteur associatif à l'île du Prince-Édouard, en fait, il y a à peu près une vingtaine d'organismes, 22 ou 23 organismes communautaires francophones. Mais déjà là, ils sont rendus 14 qui a adhéré justement au mécanisme, au concept là-bas de services partagés au niveau financier. Ils ont mis leurs sous ensemble. Ça leur permet d'embaucher 2 employés à temps plein qualifiés qui leur permettent effectivement d'offrir les mêmes types de services qui est offert par le service financier en Nouvelle-Écosse à ses 18 partenaires. Le service financier, justement, à l'île du Prince-Édouard offre effectivement les mêmes types de services à 14 organismes à l'île du Prince-Édouard. Qu'est-ce qui est important de comprendre aussi? Encore une fois, c'est une question de coût de base là, que chaque organisme doit verser. Mais je vous avoue qu'il y a quand même, je vous donne un exemple, en fait, il y a quand même certaines choses ponctuelles qui se font. Comme quand j'ai dit du côté de la Nouvelle-Écosse, on me disait notamment que quand effectivement une organisation veut que le service finance Nouvelle-Écosse aille présenter, par exemple, à l'AGA les états financiers, là, il y a un coût supplémentaire. Par contre, les états financiers préparés par le service finance, ça, c'est dans le coût de base des services. Donc, encore une fois, c'est que ces modèles-là répondent à des besoins, mais aussi ont quand même une certaine forme de flexibilité, en fait, pour répondre aux besoins particuliers des divers partenaires.
Puis juste pour vous donner un exemple, encore une fois, peut-être des organismes peuvent se regrouper ensemble finalement pour pouvoir là, mettre sur pied un mécanisme de ce genre. Justement, à l'île Prince-Édouard, peut-être dans un premier temps, il faut que je mentionne en fait que au niveau de la structure, là, on parle de convention de partage des dépenses et de mise en commun des services consolidés, d'une part. On n'a pas créé une autre entité là. Parce que c'est d'ailleurs la SSTA, la Société Saint-Thomas-d'Aquin, qui se veut le mandataire, en fait, qui est responsable du service finance de l'île du Prince-Édouard. Et vous voyez la liste justement des organisations qui sont partenaires. Il y a la Société Saint-Thomas-d'Aquin, certes, qui reçoit également les services, Jeunesse acadienne, Action Femmes Île du Prince-Édouard, la Fédération des parents de l'île du Prince-Édouard, l'Association des francophones de l'âge d'or de l'île du Prince-Édouard, Carrefour de l'île Saint-Jean, ça c'est à Charlottetown, le Conseil acadien de Rustico, le Comité acadien et francophone de l'Est de l'île, la Coopérative d'intégration francophone de l'île, la Fondation acadienne d'aide aux étudiants et étudiantes. Donc, ça, c'était les 10 partenaires un an passé, qui ont adhéré au mécanisme. Et là, depuis janvier dernier, il y a 4 autres qui sont ajoutés. Conseil communautaire d'Évangéline, la Coopérative d'habitation Le Bellage, Centre éducatif Pomme et Rinette, qui est un CPE, un centre de petite enfance, et également l'Association des centres de petite enfance de l'île. Donc, vous voyez quand même qu'on peut se retrouver, encore une fois, avec des partenaires d'horizons différents, mais qui ont tous un besoin. Et le besoin, dans ce cas ici, pour ces organisations-là, c'était d'avoir des services quand même assez spécialisés au niveau financier. Ils sont regroupés ensemble et dans le cadre d'une convention. Mais encore une fois, il faut comprendre que dans ce modèle-là, et c'est le même qu'en Nouvelle-Écosse, ici, l'organisme mandataire responsable, c'est la SSTA, la Société Saint-Thomas-d'Aquin, et en Nouvelle-Écosse, l'organisme mandataire, en fait, c'est la Fédération des Acadiens et Acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Au niveau financier, vous voyez là que Nouvelle-Écosse, 18 partenaires. Le coût, c'est que chaque partenaire doit verser 5 de leurs revenus. À l'île du Prince-Édouard, tu as 14 partenaires. Chacun doit verser 5,5 de leurs revenus, en fait. C'est vrai, dans un premier temps, quand on m'a expliqué ces éléments-là, qu'on m'a donné cette information-là, ça veut dire que tu as des organisations qui versent plus que d'autres, là. Parce que si tu as un budget de 200 000 ou 300 000 ou 500 000 par année, donc 500 000 par année, ton 5,5 en argent sonnant est plus important que l'organisme qui a un budget de 200 000, qui verse 5 comprenez-vous? Mais, encore une fois, c'est un des principes de base, en fait. C'est un peu dans un esprit coopératif aussi, là, un principe de base qu'on accepte qu'il y a des organismes qui vont verser peut-être un peu plus qu'un autre, en fait. Mais quand même, dans ce modèle-là, c'est un pourcentage de 5 du moins pour la Nouvelle-Écosse, des revenus annuels des partenaires. Mais qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est que plus tu ajoutes des partenaires, là, plus l'économie d'échelle est encore plus importante. Et là, voyez-vous, ils sont à 18 en Nouvelle-Écosse, mais ils arrivent quand même, en fin d'année, de retourner 1 en moyenne. Ils retournent 1 en moyenne par année aux organismes partenaires. Chaque organisme qui a versé 5 en début d'année, à la fin de l'année, là, depuis les dernières années, ils ont un retour de 1 de l'argent qu'ils ont investi. Quand on regarde le modèle à l'île du Prince-Édouard, 14 partenaires, eux, c'est 5,5 des revenus. Et eux, vu que ça fait à peine un an, ça fait un peu plus d'un an qu'ils ont été mis sur pied, on veut juste savoir dans les prochains mois s'ils vont avoir un retour ou pas. Est-ce qu'ils vont avoir un retour de 0,5 ou 1 Ce que juste pour vous dire, finalement, c'est que plus tu as de membres, en fait, qui fait partie de ton mécanisme ou de partenaires, plus tu peux réaliser des économies d'échelle intéressantes. Et plus, peut-être en fin d'année, tu peux avoir un retour finalement ou une certaine somme que tu as investie qui va revenir dans tes coffres. Du côté justement des maritimes de l'Atlantique, donc, quand on regarde au niveau de l'île du Prince-Édouard, ils ont effectivement le service financier de l'île du Prince-Édouard avec une direction générale là, qui s'occupe effectivement du mécanisme là-bas. Du côté son mandataire, on comprend bien le SSTA, mais il y a quand même un employé, une direction générale qui s'occupe du mécanisme à l'île. La même chose en Nouvelle-Écosse. Et là, par contre, les gens étaient assez visionnaires parce qu'ils ont mis sur pied une structure récemment qu'ils appellent Service Finance Atlantique, qui, afin d'accueillir incessamment peut-être d'autres organisations francophones provenant des 2 autres provinces de l'Atlantique, soit de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-le-Labrador. Et dans leur structure, ils ont une direction générale même qui travaille directement au niveau de services finances atlantiques. Donc, vous voyez quand même que quand on parle de services partagés, oui, on peut penser à des services partagés dans sa région respective, dans sa province respective. On peut peut-être à un moment donné élargir les choses pour pouvoir faire des économies d'échelle encore plus importantes. J'ai vu des structures, je vous en ai parlé tout à l'heure d'une autre, qui, elle, s'ouvre même au monde anglophone, qui ont aussi des besoins.
Mais pour l'instant, le modèle qui est développé actuellement en Atlantique, ils sont là pour les francophones, ils sont là dans un premier temps au niveau des partenaires, ce sont des organismes francophones, mais en même temps, ils ne ferment pas la porte à un moment donné à d'autres partenaires et même anglophones. Si en bout de ligne, on arrive à réduire les frais de nos organisations francophones par un partage de services ouvert à un ensemble de partenaires, à un moment donné, ça vous donne plus d'argent dans vos coffres pour pouvoir encore mieux mener votre action auprès de vos communautés respectives. Petite question. En plus des services financiers, lesquels de ces services suivants peuvent être mutualisés ou peuvent être dans un mécanisme, un concept de service partagé? Je vous laisse répondre justement à ce que, bon, en termes de services de planification, est-ce que c'est possible de le penser dans des termes de mutualisation là? Au niveau de services de cueillette de données, au niveau de services de recrutement de ressources humaines, au niveau de services de communication, au niveau d'assurance collective, pourquoi pas? Est-ce que ça peut être pensé dans des mécanismes de services partagés qui feraient en bout de ligne qui vous permettraient de réaliser des économies d'échelle? Je vous laisse répondre. On va attendre encore quelques secondes. La seule chose que je vous dirais, hein, regardez comment a évolué justement au niveau de l'Atlantique, qui sont ouverts, là. Le Nouveau-Brunswick, l'île Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. Ils pensent même de faire ça au niveau atlantique éventuellement. Peut-être que je vais poursuivre. En fait, si je regarde ici les données qui sont là, je remarque effectivement que quand même plusieurs personnes ont parlé ont identifié que les services de recrutement, effectivement, pourraient être mutualisés. Et effectivement, ça peut être mutualisé. On parle également de la question des services de communication. Même chose, ça peut être mutualisé. Service d'assurance, et là, j'ai vu qu'il y a plus de personnes qui ont répondu. Puis effectivement, ça peut être assurance collective, mais aussi tout autre type d'assurance qui pourrait peut-être être mutualisé, puis en bout de ligne, vous permettre des économies d'échelle. Je remarque qu'au niveau des services de planification, effectivement, ça peut être mutualisé aussi. Du moins, il y a actuellement, parce que les organisations, pour plusieurs d'entre vous, en fait, en principe, vous avez à réaliser ou à concocter des planifications stratégiques à tous les 3 ans, à tous les 5 ans. Donc, pourquoi pas avoir un service mutualisé qui permettrait, encore là, de mettre ensemble vos ressources pour acheter l'expertise nécessaire pour vous accompagner dans le processus, justement, de planification stratégique que vous devez, en principe, adopter tous les 3 ou 5 ans. Donc, voyez-vous, il ne faut pas se mettre de barrière, autrement dit. Il y a encore une fois, vous êtes des entités distinctes, mais vous pouvez quand même, entre vous, partager un certain nombre de services qui peuvent quand même être multiples. Et ça, effectivement, l'ensemble de ces services-là, en principe, peuvent être mutualisés. Et d'ailleurs, justement, du côté de l'île Prince-Édouard, en fait, du côté de la SSTA, la Société Saint-Thomas d'Aquin, c'est intéressant parce que non seulement ils ont mis récemment le service, justement, au niveau financier sur place, là, depuis 1 an, et là, ils sont en train de réfléchir d'avoir des services en commun au niveau de recherche, analyse et planification. Et voyez-vous, la façon que c'est en train de penser la chose, c'est-à-dire que tu aurais la thématique recherche, analyse et planification, et il y aurait 6 volets. Il y a un premier volet qui serait cueillette de données. Bon, les organisations, à un moment donné, il faut aussi aller cueillir un certain nombre de données, notamment pour démontrer aux bailleurs de fonds que vous avez atteint tel résultat. Donc, ils ont vu effectivement qu'il y avait peut-être là un service en commun par rapport à la composante service de données. Compilation et interprétation. C'est beau avoir des données à un moment donné, mais il faut avoir de l'expertise pour pouvoir compiler cette information-là, puis bien aussi interpréter cette information-là. Il y a toute la question des études et analyses, en fait. Ils se sont rendu compte là-bas que les organisations individuellement, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir mener des études, par exemple des études de marché, parce qu'on parle de plus en plus que les organismes peuvent peut-être offrir des services ou des biens qui pourraient peut-être générer des sous, mettre sur pied peut-être une entreprise sociale aussi qui leur permettrait de générer des sous pour l'organisation. À ce moment-là, il faut avoir des études de marché. Donc là, ils ont vu qu'il y a peut-être une possibilité aussi avec la composante d'études et analyses. Processus de planification. Comme j'ai mentionné, vous faites tous, en principe, à tous les 3 ou 5 ans, des planifications stratégiques. Donc, il y aurait ce volet-là qui pourrait faire partie justement de leur service recherche, analyse et planification. Demande de financement. Vous faites toutes des demandes de financement et je vous avoue que
par rapport aux demandes de financement, tu as effectivement les demandes traditionnelles, je dirais, auprès de patrimoine canadien, entre autres, auprès de certains ministères fédéraux, mais tu sais, des demandes de financement, même en fait des demandes auprès de fondations publiques et privées au Canada, par exemple. Ce service-là pourrait accompagner les organisations par rapport à ces types de demandes de financement-là. Et dernièrement, et la sixième composante, on parle de mesures de rendement et évaluation. Encore une fois, et ça, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'organisations qui sont pas, qui, en fait, ils reconnaissent l'importance de l'évaluation, mais n'ont pas toujours des moyens pour réaliser des évaluations qui leur permettent, encore une fois, de démontrer aussi aux bailleurs de fonds puis à la communauté que leurs actions amènent des changements, que leurs actions vraiment répondent à des besoins du milieu. Donc, voyez-vous, là, Alice Prince-Édouard, quand même, ils ont été beaucoup plus loin dans leur réflexion. Donc, ils ont parlé de services financiers, mais également, ils parlent peut-être de mettre éventuellement sur place un service recherche, analyse et planification pour l'ensemble des organismes de l'île. Et au niveau des options, quand on parle de financement de ces services-là, ils ont même réfléchi à deux options, là. La première option, ce serait en bout de ligne un financement forfaitaire, c'est-à-dire ça pourrait être un 4 ou un 5 du revenu des organismes ou un 2 qui permettrait à l'ensemble des organismes partenaires d'avoir un minimum de services sur les 6 composantes que je viens de vous présenter. Par contre, ils ont réfléchi aussi sur l'option 2. L'option 2, tout simplement, que ce serait un financement mixte. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être, je ne sais pas, 1 ou 2 de financement de base pour un ensemble de composantes de base du service, mais il y aurait aussi à la carte. Et c'est assez intéressant la façon qu'ils l'ont conçu, un peu de leur réflexion à date, c'est de se dire, il faut qu'on réponde aux besoins des organisations. Tous n'ont pas les mêmes moyens financiers. Tous n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes besoins. Et donc, en bout de ligne, c'est de regarder aussi au niveau de la mécanique, comment d'avoir un mécanisme assez flexible qui leur permet effectivement de répondre aux besoins tout en s'assurant d'avoir des sous suffisamment pour avoir de l'expertise quand même pour offrir ces services-là. Mais l'île ne s'est pas arrêtée là. C'est que là même, ils ont fait une étude récemment au niveau de la gestion des ressources humaines. Et un gros défi qui se retrouve à l'île, mais aussi dans d'autres régions minoritaires au Canada, c'est au niveau justement du recrutement au sein de nos organisations et même du recrutement des bénévoles au sein de nos conseils d'administration. L'environnement évolue, donc les gens ont besoin d'acquérir davantage de compétences dans divers domaines pour être performants et pour pouvoir en bout de ligne offrir des services que nos communautés ont besoin. Donc, dans ce service-là qui est gestion de ressources humaines, ils ont imaginé 6 composantes. Premièrement, diagnostic organisationnel. Tout simplement, il faut qu'on puisse bien évaluer les compétences des ressources humaines retrouvées dans les organisations, dans un premier temps. Ça serait la première composante du service. La deuxième composante, on parle de politique et lignes de conduite. À un moment donné, quand on regarde les statuts et règlements des organisations, à un moment donné, tu as des politiques, en principe, qui découlent des statuts et règlements. On appelle ça, des statuts et règlements, on l'appelle aussi règlement administratif. Et dans les politiques et lignes de conduite, tu as justement un certain nombre de lignes de conduite ou de politiques qui touchent les ressources humaines. Et à ce niveau-là, il y a du travail nouveau qui doit être fait auprès des organisations pour que les organisations, du moins un certain nombre d'entre elles, ont vraiment des politiques à jour par rapport à leur gestion des ressources humaines, entre autres. Donc ça, c'était un des créneaux du service. Le troisième, c'est recrutement et rétention. Je dis recrutement dans un premier temps, mais rétention. Et ça, on l'a vu souvent, des gens qui viennent juste pour une courte période dans les communautés, prennent un peu d'expérience, puis ensuite vont vers les villes ou les centres urbains ou vont ailleurs. Donc, l'idée de ce service-là, de cette composante-là, c'est tenter de recruter des gens qui vont répondre aux besoins des organisations et en même temps qui vont demeurer dans le milieu. Ensuite, la quatrième composante, donc on parle de gestion de ressources humaines, c'est la question de la formation multiple, parce que les besoins évoluent, l'environnement évolue. Je pense à la question de la gestion des risques, par exemple, dans les organisations. Je pense à l'utilisation du multimédia, par exemple, des médias sociaux. Donc, c'est un ensemble de formations, en fait, qui est importante pour que nos organisations puissent être performantes. Gestion du rendement. D'une part, encore là, on parle de question d'évaluation au niveau du personnel et au niveau de la gouvernance. C'est gouvernance, en fait, parce que certes, tu as effectivement tes ressources humaines, tes employés, mais également, tu as tes ressources humaines, en fait, tes gens qui siègent sur tes conseils d'administration. Donc, ce service-là, de gestion des ressources humaines, pourrait aussi offrir de la formation sur mesure pour répondre aux besoins, justement, des membres, en fait, des conseils d'administration de la communauté. Et eux, au niveau, je dirais, de la façon, bon, en termes de financement des services et modes de livraison, eux, ils ont vu 2 options. Première option, ce serait un financement mixte, c'est-à-dire forfaitaire,
peut-être 1, 2, 3% ou 1% du revenu des organisations. Et ensuite, à la carte, donc tu as un CMX, ça fait la première option. La deuxième option, comme vous voyez ici, c'est un financement à la carte. Ça va être un service qui peut être mis sur pied, mais ça va être en fonction de demandes ponctuelles. Donc, à ce moment-là, on ne demande pas aux partenaires qui adhéreraient au mécanisme là, de verser un pourcentage de leur revenu annuel. Tout simplement, ce sera à la carte. Quand ils ont un besoin, ils contactent le service, puis ils demandent tel service. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant, en fait, et c'est ça qui est important qu'on saisisse, c'est que quand on parle de services partagés, je pense qu'il faut pousser les barrières, en fait. Il faut se dire qu'il y a un ensemble d'opportunités et il faut saisir ces opportunités-là. Et je vous avoue que la réalité des 10 ou 15 dernières années en termes de financement gouvernemental fait en sorte que ça a poussé des organisations comme la FAN en Nouvelle-Écosse, comme la SSL, je pense, Edouard, de regarder de nouveaux modèles et effectivement de pas juste penser qu'un service partagé peut être justement au niveau financier, mais peut toucher aussi d'autres créneaux et qui peut apporter des économies d'échelle importantes pour leur organisation partenaire. Peut-être un dernier exemple que j'aimerais citer avec vous, que je trouve assez intéressant en fait, c'est effectivement au niveau du RD Canada, du réseau de développement économique et d'employabilité. En fait, le RD, en fait, Canada regroupe 12 membres provinciaux et territoriaux. Ça représente à peu près 160 employés. Le Conseil de développement économique de l'Alberta est un des membres justement du RD Canada. Ils ont mis sur pied une coopérative de services partagés en 2015. Et qu'est-ce qui est quand même assez intéressant, et il l'a quand même fait assez rapidement, c'est que le RD Canada et 6 des membres ont adhéré à des assurances collectives, c'est-à-dire assurance dentaire, optométrie, assurance invalidité, etc. Et ça, encore une fois, là, vous voyez que les 12 membres n'ont pas encore adhéré, mais encore une fois, c'est volontaire. Là. Ce sont des partenaires qui se mettent ensemble. Et actuellement, il y a au moins 6 RD provinciaux et territoriaux, RD Canada, qui ont décidé effectivement d'adhérer à des assurances collectives. Et regardez l'économie d'échelle. Pour RD Canada, ça représente 15 000 d'économie. RD Canada, en fin de compte, a une dizaine d'employés, alors au siège social qui est à Ottawa, 15 000. RD Ontario, qui est un RD quand même où il y a quand même une trentaine d'employés, je ne me trompe pas, du côté du RD Ontario. Et eux, ça a amené quand même une économie d'échelle de 35 000 comparativement là, aux assurances qu'ils avaient auparavant. Et ça, c'est un cas concret. Donc, vous voyez quand même que de se réunir, en fait, plus on est de membres partenaires, plus l'économie d'échelle va être importante. Et actuellement, dans leur cheminement, je dirais, le réseau du RD Canada, ils sont actuellement en négociation avec des fournisseurs au niveau des assurances, encore une fois, pour élargir l'offre de produits d'assurance aux membres des membres. Vous savez, c'est que chaque RD provinciaux et territoriaux, du moins la plupart, ont un membership. Et là, ils se sont dit, ben pourquoi pas de faire bénéficier l'assurance collective pour nos employés de notre RD, mais de le faire bénéficier aussi à nos membres. C'est sûr, à ce moment-là, là, ton économie d'échelle peut être très importante. Là. Et même que dans la façon que les choses évoluent à l'heure actuelle, on prévoirait même que les RD, chaque RD qui amènerait un certain nombre de leurs membres à adhérer justement à ces assurances-là, ferait en sorte qu'ils pourraient même bénéficier d'une ristourne. Donc, voyez-vous, non seulement ça permet d'assainir nos finances, en fait, comme organisation, quand on adhère justement à ces polices d'assurance, notamment dans ce cas ici, là, à l'assurance collective, mais également ça peut permettre de générer des sous. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et un autre élément qui est assez intéressant dans leur approche, c'est qu'eux travaillent de très près avec Community Economic Development and Employability Corporation, en fait, le CIDEC au Québec. Et en fait, le CIDEC au Québec, là, c'est l'organisme anglophone qui travaille auprès de la communauté minoritaire anglophone. Et eux se sont dit, là, ils sont pour parler de façon régulière, pour se dire, ben pourquoi pas qu'on pourrait peut-être ouvrir justement soit police collective ou autre, là, à cette organisation-là, qu'un certain nombre d'employés, qui a aussi un membership du côté du Québec. Parce qu'en bout de ligne, plus tu as de partenaires, plus que ton économie d'échelle va être importante. Donc, en fait, peut-être pour terminer, là, donc élargir le nombre de partenaires ou d'adhérents à un service partagé permet une réduction substantielle des coûts à plus ou moins long terme. Toutefois, ça c'est très important, il faut répondre aux besoins et être proactif. Il faut également innover au niveau des modèles, voire offrir des services à l'extérieur de notre francophonie minoritaire. Et quand je dis à l'extérieur de la francophonie minoritaire,
J'ai parlé effectivement du côté du R&D Canada qui se ouvre vers aussi les minorités anglophones au Québec, d'une part. Je sais qu'il y a d'autres mécanismes des organismes à qui j'ai parlé qui ont certains partages de services puis qui sont parfois un petit peu hésitants de s'ouvrir aux anglophones. Mais il faut quand même s'assurer en bout de ligne que si on ouvre aux anglophones, on s'assure quand même qu'on ne perd pas notre âme là-dedans. Mais l'objectif quand même, c'est de s'assurer des économies d'échelle tout en ayant des services de qualité pour, en bout de ligne aussi, permettre à nos organisations d'être encore plus performantes dans nos milieux. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Pas encore. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite à nous les poser. Maurice va pouvoir y répondre. Et en attendant, je vais d'abord remercier Maurice. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. C'est la dernière session de webinaire qu'on a pour la programmation d'hiver 2016, comme j'avais mentionné au début de la session. Mais l'équipe de la CFA travaille très fort en fait, à monter une programmation pour l'automne-hiver 2016. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, aussi formations webinaires qui ont été offertes. Et je pense qu'on a une question. Non, c'est juste un merci, en fait. Merci encore. Donc, on dirait qu'on n'a pas de questions. OK. Donc, très belle présentation. Compliment. Merci. Ben, merci beaucoup. Donc, si jamais vous avez des questions, je pense que dans la prochaine slide, il y a le courriel de notre présentateur. N'hésitez pas à lui envoyer des questions. Et toutes les formations webinaires de cette saison, en fait, sera disponible sur la chaîne YouTube de la CFA. Et, une question. Est-ce qu'il n'y a pas de facteur de confidentialité des informations lorsqu'on parle de mutualiser les services de communication? Oui, effectivement. C'est sûr que dans qu'est-ce que j'ai pu voir au niveau des services financiers, c'est sûr qu'il y a des, je dirais, il y a quand même une éthique, il y a même des règles qui est appliquée. Et mais encore une fois, de qu'est-ce que j'ai pu observer, c'est sûr que ces questions-là sont touchées, ces questions-là sont prises avec du sérieux, parce qu'effectivement, je garde au niveau juste des données au niveau financier, il faut quand même faire la chose de façon confidentielle. Et je pense que également au niveau des communications. Donc, mais encore une fois, je pense que c'est et qu'est-ce que j'ai pu voir, en fait, dans l'Est, avec leurs mécanismes, c'est sûr qu'ils s'ajustent au fur et à mesure qu'ils avancent, mais ils ont quand même des principes, quand même, qui guident leur action, qui guident l'évolution de ces mécanismes-là. Que ce soit au niveau, effectivement, de la confidentialité qui est importante à être respectée. Sauf que, je dirais, c'est une chose quand même qui est établie clairement sur le papier, entre les organismes partenaires et aussi entre, certes, auprès des professionnels qu'ils embauchent pour offrir ces services-là. Mais il faut voir que, je me permets, en bout de ligne, c'est tellement de retombées positives pour les organisations, parce qu'encore une fois, plusieurs organisations n'ont pas les moyens de s'offrir des services de qualité. Donc, ces questions-là, encore une fois, sont vues de façon très sérieuse. D'ailleurs, du côté de Lille, ils ont mis sur pied un service au niveau financier. Et là, actuellement, au niveau des deux autres services, là, ils avancent à petits pas dans ces deux dossiers-là, qui est au niveau de la planification, de l'analyse, entre autres, là, puis au niveau des ressources humaines, pour s'assurer effectivement qu'ils vont mettre des mécanismes en place qui vont permettre non seulement une qualité de service, mais également une confidentialité, bien entendu. Donc, merci pour la belle question. Je pense que ça a été répondu. Donc, merci à nos partenaires. D'autres questions qui rentrent, pas grave, on continue. Croyez-vous que la plupart des organismes vont se tourner de plus en plus vers ce genre de partenariat des services dans le futur? Qu'est-ce que vous voyez? Ben, moi, je pense que les organisations, à quelque part, ils n'ont pas le choix d'aller dans cette direction-là. Parce que quand ce que je vois effectivement dans ces dernières années au niveau des partenaires financiers, non seulement on se retrouve avec en fait du plafonnement, vous savez qu'avec Patrimoine canadien, ça plafonne depuis des années au niveau du financement, sauf qu'en parallèle, le coût de la vie augmente, premièrement. Et deuxièmement, j'ai noté aussi au niveau des exigences des bailleurs de fonds. Et ça, je regarde au niveau financier, ça c'est un autre, je dirais, impact important, c'est que quand que le travail au niveau financier est fait par des experts avec un comptable agréé, c'est sûr que ça change la donne face aux bailleurs de fonds. On voit que le travail est fait de façon sérieuse. Et encore une fois, quand ce que je vois au courant des dernières années, toute la question de gestion axée sur les résultats, toutes les règles qui étaient posées par les ministères, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, ça fait en sorte que je pense que cette évolution-là fait en sorte que les organisations n'auront pas le choix, à mon sens, de regarder ces divers modèles-là. Et il y a des beaux cas de réussite, là. Je pense encore là en Nouvelle-Écosse avec depuis 2002. Quand même, depuis 2002, comme ça sur pied. Ça s'est bonifié, là, leur mécanisme. Et non seulement que
ça profite aux organisations partenaires, mais également face aux bailleurs de fonds. Je dirais ça crée une forme de relation de confiance avec les partenaires gouvernementaux, ça les rassure, en fait. Et je pense que on va aller de plus en plus dans cette veine-là. Mais il faudra innover. D'accord, merci. Comment est-ce qu'un organisme qui est éloigné physiquement de d'autres organismes peut partager des services? Par exemple, la personne donne l'exemple de la cité francophone. Il y a des organismes qui sont à l'extérieur de la cité. Donc, quel genre de services est-ce qu'on peut partager? Vous savez, avec Internet, maintenant, on peut tellement faire de choses, là. Je vous avoue que quand je regarde un petit peu comment que ça fonctionne en Nouvelle-Écosse, dans les 18 organisations, qui sont en Nouvelle-Écosse, qui font partie, justement, de ces mécanismes-là, en fait, il y a juste quelques-unes d'entre eux qui sont sur le même toit. La majorité, là, certaines se retrouvent au Cap-Breton, en fait, dans la région de Chéticamp, qui est complètement dans le nord-est de la province. D'autres se trouvent dans la région de Clare, qui est complètement dans le sud-ouest de la province. Il y a 9 heures de route à faire entre les deux régions. Et en plus, il y a les organisations qui se retrouvent à Halifax et qui ne sont pas tous sur le même toit. Donc, encore une fois, il y a, au niveau financier, ils l'ont fait, ça fonctionne. C'est sûr que les technologies est très aidant. Et je pense qu'il faut se tourner vers ça aussi. Et c'est pour ça que dans les mécanismes de services partagés, on essaie de voir effectivement à l'utilisation des médias électroniques pour pouvoir effectivement s'assurer que le service qui est offert aux organismes soit le même. Que tu sois à Halifax, que tu sois au Cap-Breton, que tu sois dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Même chose de l'Espace-Édouard. Oui, certes, c'est petit, l'île, c'est pas très grand. Finalement, le matin, tu peux déjeuner là dans l'ouest, tu peux dîner au centre, puis ensuite, à l'extrême est, tu peux prendre ton souper le soir. Là. Mais, encore une fois, c'est que ils sont assurés que les organismes qui ne sont pas tous dans les mêmes édifices, encore une fois, puissent bénéficier justement du même service. Et ça se fait, puis on a des modèles qui réussissent à le faire. Donc, ici, ça peut se faire. Et ce serait, je pense, très avantageux pour les organisations. Vraiment très avantageux. Et dans le cas d'un organisme national qui a des branches régionaux, quels services devrait-il partager dans un premier temps afin de pouvoir mettre en avant l'avantage du service partagé tout en tenant compte de leurs différences autant au niveau des besoins et des ressources? OK. Ça, c'est intéressant, en fait, parce que je regarde un peu comment ils ont fonctionné à l'île du Prince-Édouard puis en Nouvelle-Écosse. En fait, la SSTA, c'est l'organisme provincial à l'île du Prince-Édouard et elle regroupe, en fait, dans un service partagé, des organismes qui sont en région. Donc, tu as aussi l'élément de organisme provincial versus des organismes qui sont en région. Même chose en Nouvelle-Écosse avec la FAN qui est provinciale et ensuite les organismes qui sont en région. Et eux, dans les deux mécanismes de services partagés au niveau financier, autant la SSTR reçoit des services que les organismes en région reçoivent également les mêmes services. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il faut quand même s'assurer qu'au niveau des besoins, qu'on répond aux besoins. Les besoins au niveau provincial ou national peuvent être différents que les besoins des organismes au niveau local, certes. Et c'est là que dans le mécanisme financier, il s'agirait de voir, il y a peut-être certains services, je pense au niveau financier, mais peut-être d'autres services au niveau financier qui peuvent être communs tout le monde. Mais peut-être 3 ou 4 autres services qui touchent le thème financier, que là, ça peut peut-être être à la carte, en fait. À ce moment-là, l'organisme en région, elle, qui a besoin peut-être d'un peu plus de services, peut peut-être se procurer d'autres services à la carte, tandis qu'au provincial, non, ou vice-versa. Donc, c'est important comme principe de base, quand que vous allez, je dirais, si vous allez de l'avant avec un service partagé, de s'assurer encore là de répondre aux besoins. Mais je vous avoue, en termes, je dirais, de gestion financière de tout ça, pour avoir des sous suffisamment, il vous faut une masse critique. Et la masse critique, c'est un minimum d'organismes qui adhèrent au mécanisme. Et vous avez vu qu'est-ce que Redé Canada est en train de faire à l'heure actuelle avec leur aide pour les territoriaux, c'est d'arriver et que leurs membres fassent partie également de services partagés. Mais encore une fois, je pense que le principe de base, il vous faut une masse critique minimum pour que ça soit rentable, on va le dire comme ça, et que vous avez les moyens pour aller chercher de l'expertise, premièrement. Et deuxièmement, le mécanisme doit être quand même assez souple pour répondre aux besoins qui sont différents quand même des organismes qu'elle soit provinciale ou dans une ou l'autre région de votre province. Parfait. Merci, Maurice, pour cette explication complète. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense que c'est tout. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à bientôt, à l'automne-hiver, pour notre prochaine programmation. Merci aussi à nos partenaires. Le gouvernement de l'Alberta, secrétaire francophone, la diversification économique de l'Ouest et tout particulièrement le Conseil de développement économique de l'Alberta, pardon. Conseil de développement économique de l'Alberta qui a rendu possible ce webinaire. Merci beaucoup.
Je vous dis à la prochaine. Merci Maurice. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Passez une belle fin de journée.